Ok, bonjour pour cette nouvelle vidéo de la statistique. Je suis avec Rostan Twakam. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui. Chaque parcours raconte une histoire. Quelle est la vôtre? Je me définis comme actuellement un ingénieur statistique économiste. Et je suis aussi étudiant au doctorat ici à l'Université de Montréal. Je suis étudiant en économétrie et finance, déjà en 3e année. Et mon histoire, c'est une histoire pleine d'imprévus, de changements de direction et beaucoup de chance et de motivation. Ouais, je dirais. Oui, il dit la chance et la motivation très importante dans le parcours. Donc vous avez choisi les statistiques, les maths et l'économie comme pilier de votre carrière. Pourquoi avoir choisi cette discipline? Je n'ai pas vraiment choisi ça. Je dirais que ça m'a choisi à la dernière minute parce que, initialement, après mon baccalauréat, je m'orientais plus vers des études en mécanique, notamment la mécanique automobile. Je voulais faire cela en Allemagne. Ich spreche Deutsch. Mais je n'ai pas, à la dernière minute, je n'ai pas obtenu le visa pour l'Allemagne. Donc, il y avait des complications. Mais très amoureux des mathématiques, bien que je faisais des cours d'allemand à côté de l'université, moi, je continuais de faire mes cours à l'université dans la filière mathématique. Du coup, après la licence, je me suis dit, OK, il y a un grand concours dont on parle que tous les gars qui ont un bon niveau, une licence en mathématiques peuvent faire. C'est comme ça que je me suis retrouvé en école de statistique. Ok. Et du coup, j'ai aussi fait de l'économie. J'ai vraiment commencé à apprécier l'économie plutôt après être entré en école de statistique. Parcours atypique. Ouais, vraiment des changements. Vous avez parlé de votre baccalauréat, vous avez eu le baccalauréat en 2014. Oui. Quel souvenir marquant gardez-vous de cette période? C'était une période vraiment extraordinaire parce que moi, j'ai fait mes études dans l'arrière-pays. Donc, je n'étais pas à Douala ni à Yaoundé, les grandes villes connues. J'étais dans une toute petite ville connue appelée Kekem, dans un tout petit village dans mon secteur. J'aimais beaucoup les mathématiques, mais je n'avais pas rencontré des gens d'un certain calibre. Okay. Du coup, après mon bac, je suis resté dans mon village. Je me disais que j'étais un maximum local. D'accord. Mais je m'avais fait le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique à Bafoussam. C'est là que pour la première fois, je rencontre des gens d'un autre niveau. Oh. Et c'est par là que j'ai commencé à m'insérer dans l'environnement mathématique scientifique à l'échelle nationale. Vous avez quelques noms de... Oui, il y a un nom qui est quand même resté dans ma mémoire. Quand je faisais le concours de Polytechnique, le premier du concours s'appelait Takugam Morel Fotsing. Je crois, je ne sais pas où il est aujourd'hui. Et on m'a dit quelque part au MIT. Et je crois que c'est le seul que j'ai vraiment retenu le nom. Et c'était vraiment des gars très très forts qui m'ont poussé aussi à m'intéresser à la chose, à dire moi aussi je peux faire pareil. Quoi. Ok. Arrivé à l'université, vous avez eu votre licence en 2017. C'est ça. Oui. Qui a façonné votre carrière. Comment cette licence en mathématiques a façonné votre carrière? À l'université, j'ai aussi rencontré d'autres personnes, quelqu'un notamment qu'on venait d'interroger, qui nous ont vraiment beaucoup inspiré à l'université de Yaoundé 1, notamment Alain Didier, Nuchegeme, Emma Gazoua, Alberto, Franck Boundja, Gilles Christ. Ce sont des gens avec qui j'ai fait l'université de Yaoundé 1 et avec qui j'ai eu une sorte de communauté de partage. J'ai ressenti, on a comme grandi ensemble et on a développé un certain amour pour les mathématiques. Et je sais pas, peut-être on va en parler plus tard. On a même créé un projet tout ensemble quand on faisait le master. Ok. J'ai entendu parler du programme Alpha M. C'est ça, exactement. Oui. Donc du coup, en master 1, on a tout ensemble créé ce projet dans l'optique de... C'était pas au début, c'était pas vraiment financier. C'était dans l'optique de réviser soi-même la matière qu'on a couverte pendant le premier cycle et aussi aider les jeunes à aimer les mathématiques dans une logique hors fax. Dans une logique de compréhension. Et aujourd'hui, nous en sommes tellement fiers parce que les ressortissants de ce cursus-là sont partout dans le monde et ont de très bons niveaux, font de très bonnes formations. On a des retours excellents par rapport à cela. Ok, bravo. Merci. Nous allons parler de votre travail et de votre expérience professionnelle. Durant votre formation à l'ICEA, c'est bien ça? Oui. Vous avez obtenu un diplôme d'ingénieur statisticien économique et économiste, excusez-moi. Quels ont été les moments les plus mémorables de votre expérience? Les moments les plus mémorables de cette formation, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la 2e année où j'ai été comme séparé d'un de mes meilleurs potes avec qui je partageais tout. Et malheureusement, on a été séparés parce qu'il y avait un programme de double diplôme avec la France, l'INSAE de Paris. Et lui, il a été sélectionné, moi pas. Du coup, on avait l'habitude d'être ensemble depuis la 2e année à l'université. Et du coup, là, je me retrouvais... et cette année aussi, quand il est parti et tout ça, c'est l'année où j'ai fait mon stage académique. Et j'ai travaillé sur un projet qui a
qui a en fait lancé une bonne partie de ma carrière et qui a en fait entraîné même le fait que, qui a été une grosse contribution au fait que j'ai même travaillé un certain temps avec le groupe de la Banque mondiale. Donc, c'était notamment un projet avec la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures du Cameroun. Ok, très intéressant. Ouais. Bon, vous avez obtenu votre baccalauréat au village. Oui. Ensuite, vous êtes venu faire l'université en ville. Maintenant, vous êtes à l'université de Montréal. Changer de vie comme ça, comment ça a impacté votre vie et votre carrière? Ouais, c'est vrai. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Ok. Et j'ai eu la chance vraiment de beaucoup voyager après ma formation d'ingénieur statisticien économiste. Et moi, le voyage fait découvrir, ça nous fait changer de point de vue, ça nous fait améliorer notre façon de voir le monde. Déjà après la formation d'ingénieur, dans le cadre du travail avec la Banque mondiale, j'ai fait un voyage en Gambie où on devait faire une assistance technique au service de statistiques pour leur donner de l'assistance par rapport à la construction de ce qu'on appelle l'agrégat du bien-être. Et après ça, j'ai fait beaucoup de voyages, c'était plus des séminaires, conférences au Mexique, en Europe et aussi un peu aux États-Unis. Wow. Votre stage à la CSPH portait sur un thème important. Pouvez-vous nous en parler un peu de Oui, c'était vraiment un thème très important. Et l'assistance, je l'ai ressenti. À la CSPH, j'ai travaillé dans une période où le Cameroun faisait varier les prix des hydrocarbures. Je parle de l'essence, le gazole, le pétrole lampant et le super. Donc, il y avait une problématique de subvention parce que vous savez, au Cameroun, les prix des carburants sont fixés et stables, mais à l'échelle internationale, les prix varient à chaque jour. Du coup, le différentiel entre le prix réel et le prix qui est appliqué au Cameroun, c'est l'État qui supporte au travers d'une subvention. Mais d'année en année, cette subvention augmentait de façon incontrôlée et absorbait une grosse partie du budget de l'État. Il fallait donc faire une sorte de planification afin de contrôler à chaque année de façon prévisionnelle, sur une échelle de 3 à 5 ans, le montant que le gouvernement devait débourser pour placer au soutien au prix à la pompe. Donc mon travail consistait à construire un mécanisme qui va être une sorte d'intermédiaire entre le système où on ne subventionne pas et le système où on subventionne de façon fixe et les prix sont incontrôlés. Donc je devais construire un mécanisme intermédiaire que nous avons appelé un mécanisme d'indexation des prix qui va juste transmettre un certain pourcentage des prix, un certain pourcentage des variations des prix internationaux sur les prix à la pompe pour maintenir quand même les prix à l'échelle nationale faibles, mais aussi ne pas essouffler les ressources du gouvernement. Donc c'était un peu ce genre de truc qu'on a fait pendant... Malheureusement, je ne sais pas si ça a été appliqué ou pas, mais récemment j'ai quand même été contacté par certains camarades qui travaillent au ministère de l'économie, qui me demandaient encore des ressources techniques de ce mémoire-là. Peut-être ce sont des trucs qu'ils envisagent de proposer dans des trucs au ministère ou pas. C'est un travail très très intéressant et puis j'espère que ça va aboutir. Vous avez parlé de la Banque mondiale où vous avez été consultant. Quels défis et opportunités avez-vous rencontrés à ce poste? Ah ouais, il y a eu beaucoup de défis à la Banque mondiale. Mon premier défi d'abord c'était l'anglais. Honnêtement, avec le parcours au Cameroun, quand vous avez fait l'anglais juste à l'école, c'est pas vraiment parler l'anglais, c'est pas vraiment pour les francophones, non, c'est pas vraiment chose facile. Donc, un conseil à tous les jeunes, si vous faites, mettez-vous vraiment à l'anglais, c'est très important, surtout l'anglais parlé à travers de façon autodidacte. Il a fallu du jour au lendemain, je quitte l'ICA, je me retrouve une semaine après en train de travailler avec des Américains qui ne parlent pas français. Donc, c'est à la fin de la réunion que je me demandais, mais on est à quel niveau? Et en plus, j'étais à distance, donc c'était complexe. Et à part ça, c'était mes premières expériences de travail. Mais je n'ai pas rencontré vraiment des difficultés techniques parce que, vu la qualité de la formation que nous avions, tout ce qu'il fallait faire de façon technique, nous avons les outils vraiment pour le faire au niveau de la Banque mondiale sans aucun problème. Vous êtes actuellement doctorant à l'Université de Montréal. Quel est le sujet de votre thèse? Bon, moi, je travaille sur la finance computationnelle. En gros, je travaille sur des algorithmes qui permettent de résoudre des équations aux dérivées partielles. Parce que, comme en physique, en économie, quand on étudie des problèmes de dynamique de l'économie, surtout dans le domaine de la finance, un problème de dynamique, par exemple, qui m'intéresse, c'est le problème de choix de portefeuille en temps continu. C'est comment choisir quelle quantité de sa richesse investie dans un actif en temps continu. Pour résoudre ce genre de problème, on montre que ce problème est équivalent à un problème de contrôle optimal qu'on peut transformer en une équation de Hamilton-Jacobi-Bellman qui est une équation de dérivée partielle. Donc, je travaille sur des algorithmes qui permettent de résoudre ce genre d'équation de dérivée partielle en puisant dans toute la puissance aujourd'hui de l'intelligence artificielle, notamment des Deep Neural Networks, donc ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds.
Ok, j'espère qu'après la fin de votre thèse, vous aurez le temps de revenir nous donner les résultats de vos recherches. Bien sûr, bien sûr. Ça sera fait avec beaucoup de plaisir. Ok. Mais pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser en microéconomie, en microéconomie et en microéconométrie? D'abord parce que j'aime personnellement beaucoup l'économétrie, parce que c'est ce qui correspond beaucoup plus à mon profil, Oui. où on voit beaucoup d'interactions entre la mathématique et l'économie. C'est la Et, statistique. ouais, et également la statistique, très exactement. Et aussi la finance, parce que moi, j'aime cet aspect de voir beaucoup l'opérationnel dans les choses que je fais. Du coup, quand je travaille sur un problème de portefeuille comme ça, et que j'ai directement des exemples où je peux implémenter cet algorithme dans un fonds commun de placement et le suivre avec mon algorithme, voir les résultats financiers que ça produit, ça me motive beaucoup et je me sens vraiment à l'aise avec ça. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment choisi de suivre cette voie-là. Ok. Et aussi, il faut le dire, parce qu'il y avait aussi des ressources et des enseignants spécialisés dans mon département qui offraient la possibilité de suivre ce parcours-là. Ok. Donc, comme il dit, parcours atypique. Ouais, vraiment. Bon, vous êtes aussi le créateur d'une chaîne YouTube, c'est bien ça? Exactement. Oui. Exactement. Vous pouvez nous parler un peu de l'objectif, ce qui vous a poussé à créer cette chaîne? Oui. Cette chaîne YouTube, je suis créateur d'une chaîne YouTube qui s'appelle EcoWeb. Donc, Ok. L'idée d'EcoWeb qui est née en 2021, c'était de faire un peu dans la vulgarisation économique. Parce que moi, dans le monde mathématique, je connaissais beaucoup de choses vraiment théoriques. Mais en rencontrant l'économie, j'ai vu comment ces outils peuvent s'appliquer, avoir l'impact sur les populations qui nous entourent. Ok. Et j'ai vu le besoin que comprendre les phénomènes économiques peuvent entraîner les gens à mieux comprendre la société et peut-être améliorer la vie des uns et des autres. Ok. Donc le but de la chaîne EcoWeb, c'est de vulgariser les concepts économiques phares qui ont l'impact sur la vie de tous les jours. Je dois me concentrer d'abord sur l'Afrique, sur le Cameroun en particulier et sur l'Afrique en général, et aborder des questions de politique monétaire, des questions de finances, budget, etc. Et quelle est la cible de votre message, de votre chaîne YouTube? À quel public s'adresse-t-elle? Ma cible principale, c'est la jeunesse africaine en général. Ok. Parce que nous devons, contrairement à nos pairs, mieux comprendre les dynamiques économiques de notre continent, les enjeux géopolitiques, afin de mieux négocier les futurs contrats pour permettre à l'Afrique un jour d'avoir sa position et son mot à dire sur la scène internationale. Ok. Quel mentor ou expérience ont particulièrement influencé votre parcours jusqu'à présent? Ah, ça c'est une bonne question. Au niveau de l'ICA, c'est quelqu'un qu'on ne nomme pas beaucoup, mais qui m'a vraiment, vraiment influencé. C'est mon enseignant d'économétrie des séries temporelles. Certains le reconnaîtront qui ont fait l'ICA. Il s'appelle Jean-Claude Ondo. C'est d'abord par sa façon d'expliquer l'économétrie qui m'a poussé à vraiment aimer la matière, à comprendre la matière. Et aussi, au niveau de l'ICA, j'avais déjà commencé à lire sa thèse, parce que lui, il a fait une thèse ici à l'université Laval, un doctorat en statistique. Ok. Et vraiment, la qualité de ce mémoire, la façon dont c'était écrit, et les résultats, parce qu'il travaillait sur la stationnarité des processus pour l'hydrogéologie, ça m'a vraiment poussé à aimer la chose, et ça a vraiment beaucoup influencé les décisions et les directions que j'orientais pour ma carrière future. Ok. Vous êtes passionné de données et de statistiques. Comment cette passion-là s'inscrit dans votre vie quotidienne et académique? Dans ma vie quotidienne, avec ma blonde, comme on dit au Québec ici, à la maison, elle va reconnaître ça. Je suis passionné de données. Chaque fois, je regarde des chiffres, je calcule des ratios de nos finances. Je dis non, cette décision est vraiment mal prise, parce que voilà, ça dépasse 13% de notre revenu, des trucs comme ça. Donc, je l'énerve à chaque fois avec ça. Et aussi, je suis en famille, je suis un peu toujours pareil, toujours en train de regarder des chiffres, de regarder des pourcentages de réussite, des trucs comme ça. Donc, le fait d'être statisticien, ça nous biaise un peu au résultat, à l'exactitude des choses. Oui, effectivement. Parce que les gens n'apprécient pas forcément toujours. Bon, quel conseil donneriez-vous à un jeune étudiant africain qui aspire à réussir dans le domaine des mathématiques appliquées et de l'économie? Le conseil que je vais donner, c'est, par rapport à mon expérience, c'est vraiment de travailler dur, même si ça semble ne pas donner actuellement, ou bien même si les opportunités futures ne se voient pas encore, parce que c'est quelque chose qui est fortement en demande. Oui. On a besoin de jeunes personnes qui ont un bagage mathématique
excellent au niveau undergraduate au minimum. Parce qu'au final, quand vous passez le cap du undergraduate, vous vous rendez compte que ce bagage-là est presque important dans tous les domaines. Et ça vous sert énormément pour vous placer, quel que soit le domaine que vous aimeriez vous diriger après. Donc il faut vraiment prendre ça au sérieux, pas seulement pour réussir, mais pour comprendre les concepts, aimer la chose et après vraiment, je pense que la plupart des personnes ne regrettent pas. Ok. Si je suis jeune Camerounais et j'aspire à réussir dans le domaine de la statistique ou de l'économie, est-ce que vous me conseillerez de venir à l'Université de Montréal, à l'Université Laval ou rester au pays pour... Ok, ça c'est... Je pense que quel que soit l'endroit où on le fait, quand on le fait avec passion, et on peut toujours réussir. Peut-être moi je suis à l'Université de Montréal, mais j'ai des camarades au Cameroun qui ont choisi de faire le doctorat au Cameroun et qui s'en sortent très bien. Et j'ai d'autres camarades qui n'ont pas choisi de faire un doctorat et qui s'en sortent super bien, qui ont choisi d'aller dans l'industrie. D'autres qui ont choisi de rester au Cameroun, travailler dans le privé et qui s'en sortent très bien. Donc, il n'y a pas, pour moi, une direction phare. Laissez-vous guider par vos envies, par votre propre expérience. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous aimez ce que vous faites et vous le faites bien, il y aura forcément des fruits à un moment donné. Oui, effectivement. Quels sont vos rêves ou vos projets à long terme? Ouais. Déjà pour vous et pour l'Afrique. Moi, je disais toujours à mon ami à la maison, un de mes amis proches d'enfance, mon rêve c'est d'être conseiller du président du Cameroun. Non, parce que j'étais toujours embarrassé quand je comprenais la position du Cameroun dans les négociations internationales ou bien la position de nos pays africains. Du coup, nous faisons peut-être des thèses ici ou à un moment donné, nous allons peut-être travailler à l'extérieur. Mais à l'intérieur de moi, j'ai comme toujours cette envie de quelle est la contribution que je vais apporter pour mon propre pays. Certains vont l'apporter en apportant de l'investissement. Moi, j'aimerais l'apporter en apportant de la vulgarisation, en apportant de la connaissance au peuple, peut-être à travers ma chaîne, mais aussi en apportant du conseil et du soutien au cas où on en a besoin. Donc, c'est ça mon plus grand rêve actuellement. Mais il y a aussi des rêves à court terme. J'aimerais finir ma thèse et peut-être acquérir de l'expérience beaucoup plus à l'international et avant peut-être de faire mon rêve à plus long terme. Ok. Et quand vous parlez d'être conseiller du président ou apporter, est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qui a été fait? Définitivement, parce que je ne veux pas être apolitique maintenant, parce que la façon dont les choses fonctionnent actuellement, c'est sur du papier blanc, terre à terre, ça ne va pas. Donc c'est clair que ça ne va pas. Il y a plein d'affaires qui peuvent être améliorées, très simplement. Mais il faut laisser la possibilité, il faut avoir la possibilité et la crédibilité de pouvoir se faire entendre. Vous pouvez nous donner un petit exemple d'une affaire que Oui, je vais juste te donner une affaire sur laquelle moi j'ai travaillé. La façon dont les prix des carburants sont actuellement fixés au Cameroun, ça ne va pas. C'est clair. Les gens se plaignent. Le carburant à Yaoundé est plus cher que le carburant à Montréal. Ça, c'est clair. Et c'est pas que il n'y a pas des trucs qu'on peut faire pour améliorer. Il y en a. Il y a même des affaires qui sont écrites, des projets qui sont faits, qui sont sur la table des ministères et des gouvernants. Je ne sais pas comment ça se passe pour la prise de décision, mais j'aimerais savoir pourquoi on ne prend pas certaines décisions. Et honnêtement, il y a vraiment à faire. Ok. Enfin, que souhaitez-vous transmettre aux jeunes qui vous suivent à travers votre chaîne, à travers votre parcours? J'aimerais dire aux jeunes de rester motivés, de ne pas avoir peur de l'échec, parce que j'ai connu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'entre nous connaissent beaucoup d'échecs. C'est pas parce qu'on présente seulement les périodes de succès. Quels que soient les échecs par lesquels vous traversez, sachez que c'est parfois une réorientation vers un plus grand succès. Donc ça, c'est le plus grand conseil que, en regardant en arrière, je me serais donné, quoi. Parce que là, il y a des échecs que j'ai subis. Par exemple, le refus de mon visa pour l'Allemagne, alors que j'avais tout le profil nécessaire. Honnêtement, actuellement, j'avais une très bonne note bac et tout ça, mais je ne comprenais pas pourquoi ça n'a pas marché. Donc, en gros, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a des trucs qui ne sont pas pour vous. Et vous devez vous réorienter et continuer de travailler, ne pas perdre la motivation, parce qu'il y a un truc plus grand devant qui vous attend. Vous avez un dernier mot de fin, parler à qui, un coucou à
Ok. personne, je sais pas. Non, juste merci à l'AESTAT pour l'invitation. Et C'est un plaisir. j'admire vraiment beaucoup ce que vous faites. Et ça permet d'améliorer vraiment, non seulement la connaissance de la statistique, l'environnement statistique, et tout ça. Et ça permet aussi de mettre en lumière les jeunes, de motiver les jeunes. Donc, merci à ce que vous faites et faites confiance. Ça me permet aussi de Ouais. rencontrer quelques cracks, Exactement. tels que vous. Exactement. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci. Merci.